mais nous avons des forêts. L'Amazonie, premier poumon mondial. Vous avez ici, depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui, ce que l'on a rasé par année de la forêt amazonienne. La France fait 550 000 km². Ce que nous avons rasé ces 20 dernières années correspond aux 60% de la France. Je vous laisse imaginer la France sur 60%, vous l'avez à peu près désertifiée. C'est ce qui est en train d'arriver. Pour anecdote, le Sahara, il y a des milliers d'années, c'était la forêt amazonienne. Est-ce que la forêt amazonienne sera le Sahara demain, mais entre-temps, le Sahara n'aura pas refleuri. Donc c'est un défi. Je rentre de Papouasie aussi, où c'est le 4e poumon de la planète. Extraordinaire, j'ai survolé les 3/4 du pays. Le 60% est d'ores et déjà vendu. Une grande partie à la Malaisie, quand j'étais sur place, la Malaisie venait de signer un énorme contrat où ils vont tout raser, les forêts, pour planter du palm oil, pour faire des biocarburants et autres nécessités que l'on peut avoir pour nos besoins. Là aussi, c'est un défi énorme. Et là, on a aussi une certaine responsabilité dans nos actes au quotidien. Un autre défi, le vieillissement. Un défi extraordinaire, et je vais vous en prendre quelques éléments chiffrés après. Si on regarde plus en avant, je vais vous dessiner une brève évolution de l'histoire économique, justement le comprendre d'où l'on vient. Et si l'on part, les premiers banquiers ont existé vers 1450. Donc on voit que la banque n'a pas traversé qu'une seule crise. Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière non plus, mais il y a une très grande histoire. Par contre, il y a une nuance fondamentale. C'est la première fois que la banque, dans ces 10 dernières années, n'a plus été un intermédiaire financier, mais est devenue un producteur d'argent pour son propre compte. Peut-être que nous sommes responsables dans les exigences à outrance de croissance, de rendement, pour satisfaire des besoins qui dépassent peut-être ce qu'était la norme et l'objectif de la prévoyance professionnelle. On va y revenir. La vapeur a été le premier développement extraordinaire, mais lorsque l'électricité et le pétrole sont arrivés, ça a créé tout le développement économique que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui depuis à peu près 150 ans. Alors là, je vais vous dessiner une brève histoire de l'évolution de l'industrie économique, pour le cadrer aujourd'hui, par la construction du Dow Jones. Par période de 20 ans, par génération, on va regarder ce que cela veut dire. Nous avons d'abord initié les transports ferroviaires. Il s'agissait de mettre en communication les gens et de pouvoir faire des échanges. 20 ans après sont entrés dans le Dow Jones ce que sont les mines, l'agriculture, l'industrie. Par la suite, nous avons ce qui est télécommunications, chimie, technologie, commerce de détail, énergie. Intéressant, 39, la machine-outil, un développement important. L'alimentaire est premier élément de loisir, qui est un des défis à futur, la photographie, le divertissement, la construction avec une première explosion de la population mondiale. Les 20 ans suivants, ce n'est que le papier. Intéressant de voir ce vide d'après-guerre où il n'y a pas eu de grand développement technologique. Ensuite, on a les technologies ordinateurs, le pharmaceutique, le bien-être commence à s'installer, les biens de consommation courante. L'évolution, la maîtrise de l'infiniment petit nous permet à exploiter l'aérospatiale, à exploiter la finance, fait son entrée dans le Dow Jones, et les médias, nouveaux échanges, informations, communication, l'instantané devient le quotidien. Et dernière période, en 2008, nous avons les conglomérats et les services de santé. Intéressant de voir ces points de défi. Et voyons ce que ça donne sur une courbe graphique. Si vous prenez à votre gauche, vous avez le Dow Jones à l'origine qui valait 100, et sur à peu près jusqu'en 1942, d'une valeur de 100, nous étions toujours à 100 de fortune. De 1942 à 1966, nous avons une multiplication par 10 du capital investi. Nous sommes sur une échelle logarithmique. Ce qui est intéressant de constater, 42, qu'est-ce que c'est? Et cette période jusqu'à 66, c'est l'entrée de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est Pearl Harbor. Les Américains arrivent en Europe. Comme on peut le voir dans l'histoire, un pays qui fait une guerre, ce n'est pas juste pour le plaisir de faire la guerre, mais c'est pour conquérir de nouveaux territoires, c'est pour s'étendre et pouvoir étendre aussi toutes les possibilités de vendre ses marchandises et ses biens. L'armée américaine était arrivée, a sauvé l'Europe et a apporté plein de nouveautés à l'Europe. C'est aussi ce que j'appellerais, ça n'engage que moi, la première globalisation des économies, à savoir l'Amérique, l'Europe et toutes les colonies de l'Europe. On peut aller certains pays d'Afrique, mais on peut avoir Singapour, Hong Kong, Macao, qui créent
un énorme premier commerce mondial et échange. Troisième période de 1966 à 1982, un grand calme plat, et de 1982 à 1999, vous avez cette deuxième extraordinaire évolution où là, de nouveau, le capital a été multiplié par 10. Fin 89 à aujourd'hui, on connaît l'histoire, le bout du graphique, je l'avais mis à jour en janvier, à aujourd'hui, il est descendu à peu près au milieu de l'espace de la dernière hausse, une énorme correction. Qu'est-ce que c'est que cette dernière période? Je retombe à mon image d'horizon d'investissement, c'est la globalisation de la planète. Cette globalisation étant faite, cela indique de nouveaux défis. Parmi ces défis, il en est un, la dette. Alors, certains connaîtront à la 42e, 5e cette horloge qui n'arrête pas de tourner. Vous la trouvez sur Internet. En novembre, il y avait 10 948 milliards de dollars de dette américaine. Nous étions au moment où j'ai printé, 10 150 milliards en novembre. En février, 10 948 milliards pour montrer l'évolution. Et le temps que je fasse mon print screen pour le mettre sur la présentation d'aujourd'hui, il y avait déjà quelques centaines de milliards de dollars qui s'étaient ajoutés. Mais ce qui est intéressant, le PIB mondial est de 68 600 milliards. Vous me passerez les arrondis. Si les entreprises faisaient 15% de bénéfices, elles réaliseraient 10 290 milliards sur ce PIB. Et si l'État prélevait 30% d'impôts, calculons dedans pour les spécialistes, ça fera à peu près 2 500 milliards de dollars. Revenons à l'Amérique, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire 14 280 milliards de dollars à 15% de bénéfices et 2 150 milliards de dollars. À 30% d'impôts, c'est 500 milliards de dollars ou 22 ans pour rembourser la dette ou un taux d'intérêt de 4,5%. Donc on voit là qu'on est dans une certaine complication et cette semaine, on devrait passer les 11 000 milliards de dollars de dette auprès des États-Unis. C'est une bombe à retardement. Cette dette aujourd'hui est financée en grande partie par la Chine, par le Japon, par la Grande-Bretagne principalement. La Suisse se retrouve avec une centaine de milliards de dollars engagés auprès de cette dette aussi. Et ceci s'est réalisé sur quelle période? Vous avez ici une estimation de l'évolution de la population. Nous avons une période à peu près vers 1850, 1,5 milliard d'habitants. Là, nous avons l'explosion de l'économie moderne qui se met en place. Et en 2010, nous sommes à peu près à 6,8 milliards d'habitants. Donc ça veut dire à peu près un peu plus de 5 milliards d'habitants où nous avons créé cette globalisation. Nous avons tout interconnecté. S'il fallait, il y a un siècle, 6 mois pour qu'un produit soit connu, aujourd'hui, il faut quelques minutes pour qu'il soit connu et 6 mois pour qu'il soit surtout copié et revendu ailleurs, au-delà de toutes les garanties commerciales que l'on peut avoir. C'est dans cet énorme défi que nous sommes aujourd'hui arrivés au stade où l'on en est. La population mondiale est un défi, et nous l'avons vu, ce n'est pas la Chine et l'Inde qui peuvent sauver l'économie, qui peuvent apporter une solution. Le Chinois ne fonctionne pas comme nous. C'est antique, c'est historique, et ça n'a aucun propos de différenciation d'être. L'Indien a un fonctionnement différent, ne serait-ce que son système de castes, qui sont un énorme blocage à tout développement, même si on voit en l'Inde une possibilité pour l'avenir de sauver le monde. L'Afrique, elle est malheureusement morte. On attend qu'il y ait 1 milliard de plus d'habitants, soit qu'elle double. Simplement, en Afrique, on fonctionne selon un système tribal. C'est ancestral, ça date au moins de 30-40 000 ans. Ça ne se change pas du jour au lendemain. Et on n'a pas réussi à le faire. L'Amérique, on sait où elle est. L'Amérique du Sud a aussi ses problèmes problématiques avec ses problèmes d'environnement. L'évolution de la retraite, des nombres de retraités. Vous avez ici une statistique de la mutation de la population mondiale, les plus de 65 ans, entre 2004 et 2050. Là, on voit que l'Europe représente, sur votre gauche, une part importante, avec une croissance énorme. L'Asie, qui semble venir derrière, avec aussi une évolution importante. Remise en chiffres, qu'est-ce que cela veut dire? L'Europe, à l'horizon de ce tableau, c'est près de 70 millions de personnes de plus qui seront à la retraite. C'est une opportunité économique extraordinaire. Si on prend un pouvoir d'achat de 1 500 francs suisses mensuels, c'est 168 milliards de consommation mensuelle potentielle.